L'imposant dôme de cristal de la salle du Conseil galactique dominait les délégués. La lumière de 3 soleils différents filtrait à travers les parois transparentes, projetant des arcs-en-ciel sur le sol poli. 847 espèces différentes avaient des représentants assis sur les rangées de sièges incurvés qui tournaient autour de l'estrade centrale. Les systèmes de recyclage de l'air ont fonctionné à plein régime pour répondre aux besoins respiratoires des êtres, des personnes qui respirent du méthane à celles qui ont besoin d'oxygène pur. L'ambassadrice Sarah Chen se tenait à la tribune, son uniforme diplomatique de la Terre Noire, simple et austère, contrastant avec les robes et combinaisons biologiques élaborées des autres délégués. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon pratique, et ses yeux bruns restaient calmes malgré la gravité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Derrière elle, l'écran holographique affichait les statistiques démographiques, la production de ressources et les capacités militaires de la Terre. Les chiffres paraissaient dérisoires comparés aux immenses empires représentés dans cette salle. La chancelière Vexitera de l'Empire zéphirien se leva de son siège surélevé. Ses traits reptiliens étaient couverts des écailles d'argent cérémonielles qui marquaient son rang, et ses avant-bras exprimaient le geste traditionnel d'ouverture. Lorsqu'elle parla, sa voix portait l'autorité de 10 000 ans de règne galactique. « Le Conseil reconnaît la déléguée humaine », annonça Vexitera. « Le Conseil reconnaît le délégué humain », annonça Vexitura. Ces paroles furent instantanément traduites en 800 langues grâce aux implants neuronaux dont tous les délégués étaient dotés. Vous avez demandé cette session d'urgence pour répondre à la résolution 847 alpha. Le Conseil attend votre réponse. Sarah parcourut la salle du regard. Elle avait passé 5 ans à apprendre les noms et les cultures de ces espèces. Les clavaries insectoïdes, qui communiquaient par l'odorat. Les êtres énergétiques appelés la communion éthérée, qui existaient sous forme de nuages de plasma lumineux. Les idariens aquatiques dans leurs combinaisons remplies d'eau. Le collectif Nexus de la race des machines, avec leur corps chromé parfait. Chaque espèce était autrefois fière et indépendante. Aujourd'hui, elles sont toutes soumises à l'ordre rigide du Conseil. Honorable chancelier, Sarah commença d'une voix ferme. La Terre a soigneusement examiné la résolution 847 alpha. Nous avons étudié la redistribution de la population, les exigences. Nous avons examiné les protocoles de reddition des vaisseaux militaires. Nous avons examiné les quotas d'extraction des ressources. Le délégué Mentari, un être ressemblant à un croisement entre une araignée et un arbre, claquait nerveusement ses mandibules. Les Mentari étaient les plus proches alliés de la Terre depuis que l'humanité avait rejoint le Conseil il y a 200 ans. Ils avaient prévenu Sarah que ce moment viendrait. « Et » demanda la chancelière Vexitara, sa langue serpentine tirant pour goûter l'air. « La Terre accepte-t-elle la sagesse du Conseil ?» Sarah prit une profonde inspiration. Dans son esprit, elle revoyait les visages des 6 milliards d'humains qui mourraient si la Terre suivait la résolution 847 alpha. Le Conseil affirmait que la Terre était surpeuplée et que 60% de l'humanité devait être relocalisée dans des camps de travail sur des planètes lointaines. Chacun savait ce que signifiait réellement la relocalisation. Elle pensait aux enfants jouant dans les parcs de la Nouvelle-Genève, aux agriculteurs cultivant les terres de la Fédération africaine, aux scientifiques travaillant dans les laboratoires lunaires. La Terre rejette la résolution 847 alpha, déclara Sarah sans détour. De plus, la Terre se retire par la présence du Conseil galactique, avec effet immédiat. Le silence qui suivit fut total. En 10 000 ans de civilisation galactique, aucune espèce n'avait jamais quitté volontairement le Conseil. Le système de traduction peinait à traiter ces paroles, comme si le concept lui-même était trop étranger pour être compris. Les écailles de la chancelière Vextara passèrent de l'argent au rouge profond, signe d'une colère extrême parmi son peuple. « Impossible », siffla-t-elle. « Non, l'espèce quitte le Conseil. Le Conseil est éternel. Le Conseil est l'ordre. Le Conseil est un mensonge, » répondit Sarah d'une voix de plus en plus forte. « Vous appelez cela l'ordre, mais c'est de l'esclavage. Vous appelez cela la paix, mais c'est de l'oppression. L'humanité préfère la liberté à votre version du paradis. » La chambre explosa dans le chaos. 800. Et 47 espèces différentes se mirent à parler, crier, chanter ou communiquer d'une manière inaudible pour l'oreille humaine. La communion éthérée s'embrasa davantage, leur forme plasmatique tourbillonnant d'agitation. Les corps chromés du collectif Nexus s'entrechoquèrent tandis qu'ils traitaient ces données inédites. L'amiral Marcus Thor, chef de la délégation militaire terrestre, s'avança pour se tenir aux côtés de Sarah.
C'était un homme grand, aux cheveux gris et portant les cicatrices des guerres frontalières avec les pirates de Rigel. Son uniforme ne portait aucune décoration sophistiquée, juste un simple insigne de grade et un petit patch représentant la surface bleue et verte de la Terre. La Terre s'est préparée pour ce jour, annonça Thor, sa voix coupant le bruit. Nos vaisseaux se déplacent déjà vers des positions défensives. Nos colonies ont été prévenues. Notre peuple est prêt. Un délégué de l'hégémonie cristalline, un être fait de diamants vivants, parla d'une voix de verre brisée. Les humains bluffent. Ils n'ont pas de véritable armée. Ils ont un statut auxiliaire de niveau 7. Ils entretiennent nos systèmes de recyclage des déchets et réparent nos réseaux de communication. Sarah sourit froidement. C'est exactement ce que nous voulions vous faire croire. Elle activa son communicateur personnel, envoyant un signal codé au vaisseau humain en orbite. En quelques secondes, de nouvelles données inondaient les écrans de la chambre. Les délégués restèrent stupéfaits devant ce qu'ils découvrirent. La composition réelle de la flotte terrestre. Non pas la petite flotte de patrouilleurs que le Conseil croyait possédée par l'humanité, mais une armada massive de vaisseaux, sans équivalent dans les bases de données galactiques. Des vaisseaux utilisant des moteurs à fusion que le Conseil avait interdits, jugés trop dangereux. Des armes combinant les technologies de dizaines d'espèces différentes, violant ainsi les principes fondamentaux de la physique. Plus choquant encore, des systèmes d'intelligence artificielle que d'autres espèces considéraient comme impossibles à contrôler. Pendant 200 ans, vous nous avez traités comme des enfants, poursuivit Sarah. Vous nous avez confié des tâches dont personne ne voulait. Nettoyer vos déchets, réparer vos équipements cassés, entretenir des systèmes dont vous aviez oublié le fonctionnement. Mais chaque fois que nous avons réparé quelque chose, nous l'avons amélioré. Chaque fois que nous avons réparé votre bêtise, nous avons appris à en faire une plus grande. Les avant-bras du chancelier Vexitara tremblaient de rage. C'est de la folie. La Terre sera immédiatement confrontée à un embargo économique. Plus de commerce, plus de ressources, plus de soutien. Vous supplierez de revenir dans un an. Nous nous y préparons aussi, a déclaré l'amiral Thor. Il a activé un autre écran montrant les projets d'infrastructures cachés de la Terre. Des opérations d'extraction minière sur des astéroïdes, camouflés en stations de recherche. Des systèmes agricoles en circuit fermé, capables de nourrir des milliards de personnes sans ressources extérieures. Des usines construites sur les lunes de Jupiter pourraient produire de tout, des puces informatiques aux coques de vaisseaux spatiaux. Pendant que vous étiez à l'aise avec vos traditions, nous avons innové, ajouta Sarah. Pendant que vous suiviez les mêmes schémas depuis 10 000 ans, nous avons appris. Pendant que vous mainteniez l'ordre, nous nous préparions au chaos. Le délégué Mentari, nommé Clickthought Pattern 7, se leva de son siège. Son espèce communiquait par des émissions olfactives complexes, mais il utilisait le traducteur vocal pour le bénéfice de la salle. Les humains disent la vérité, dit-il d'une voix mécanique chargée de regret. L'esprit de ruche de ce délégué avait observé leurs préparatifs. Ils ont surpassé nos capacités technologiques dans de nombreux domaines. Le Conseil a eu tort de restreindre leur développement. Traître, hurla un délégué du consortium aviaire, une créature ressemblant à un oiseau aux plumes métalliques. Les Mentari se rangent du côté des rebelles. Les mandibules du schéma de pensée cliquent, 7 claquèrent, ce que les humains avaient appris être l'équivalent d'un haussement d'épaule. Le parti Mentari est celui de la survie. La structure rigide du Conseil ne peut s'adapter au changement. Les humains représentent le changement. Un changement violent peut être, mais un changement quand même. La chancelière Vexitera a activé ses codes d'autorité personnelle, rétablissant l'ordre dans la chambre par pure domination électronique. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix portait le poids d'un pouvoir absolu. « Très bien, dit-elle. Si la Terre choisit l'exil, elle l'aura. Mais comprenez bien ceci, ambassadeur Shen. Le Conseil maintient l'ordre dans cette galaxie. Sans cet ordre, il n'y a que chaos, guerre, destruction, la mort de milliards de personnes. Êtes-vous prêt à avoir ce sang sur les mains ?» Sarah soutint le regard du chancelier sans sourciller. « Êtes-vous prêt à avoir notre sang sur le vôtre ?» Elle fouilla dans sa veste et en sortit un petit appareil qui ressemblait à un jouet d'enfant. Un simple cube fait de matériaux terrestres, de plastique, de métal et de verre. Elle le plaça sur le pupitre, à la vue de tous. Il contenait les spécifications techniques complètes de chaque système réparé, amélioré ou entretenu par l'homme. Depuis 200 ans, annonça-t-elle, réseau de relais quantiques, matrice d'étalonnage d'hyperpropulsion,
générateurs de gravité artificielle, protocoles d'optimisation des systèmes de survie, réseaux de distribution d'énergie, tout. Les délégués fixèrent le petit cube. Ils commençaient à comprendre ce que Sarah voulait vraiment dire. Quand nous partirons, poursuivit-elle, nous emporterons notre savoir avec nous. Tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les humains qui ont jamais réparé quelque chose pour le Conseil sont partis. Vous devrez trouver comment maintenir votre civilisation sans nous. Impossible, murmura le délégué cristallin. Les systèmes fonctionnent tout seuls. Ils le font depuis des millénaires. Non, dit l'amiral Torres. Ils fonctionnent parce que les humains les font fonctionner. Votre espèce a construit ces systèmes, puis a oublié leur fonctionnement. C'est nous qui gardons vos lumières allumées. Sarah ramassa le cube et le glissa dans sa veste. La Terre offre gratuitement ce savoir à toute espèce qui choisit de quitter le Conseil et de rejoindre notre nouvelle alliance. Mais le Conseil lui-même ne recevra rien. Elle se tourna vers les délégués rassemblés, sa voix portant à travers la vaste salle sans amplification électronique. Pendant 10 000 ans, vous vous êtes répété que l'ordre était plus important que la liberté, que la stabilité valait n'importe quel prix, que certains êtres étaient nés pour gouverner et d'autres pour servir. Aujourd'hui, l'humanité rejette ces mensonges. Nous serons peu. Être en infériorité numérique. En infériorité numérique, nous connaîtrons peu. Être des épreuves qui briseraient d'autres espèces. Mais nous les affronterons en être libres, faisant nos propres choix et acceptant nos conséquences. La Terre se retire du Conseil galactique, non pas par colère, mais par tristesse. Tristesse qu'une civilisation capable de telles merveilles ait choisi de devenir une prison pour son propre peuple. Les écailles du chancelier Vexitar étaient devenues d'un noir profond, une couleur que Sarah n'avait jamais vue auparavant. Le Conseil répondra à cette rébellion avec toute la force de la loi galactique. Aucune espèce n'a jamais réussi à nous résister. Votre petite planète sera réduite en poussière cosmique. Sarah sourit tristement. Peu, être, mais même si vous nous détruisez, vous ne pourrez pas oublier les pensées que nous avons partagées. Vous ne pouvez ignorer le savoir que nous avons répandu. D'autres espèces observent cette transmission. Elles apprennent que le Conseil peut être défié. L'ère de l'absolu. L'ordre touche à sa fin, chancelier. La question est de savoir si vous vous adapterez à la nouvelle réalité ou si elle vous anéantira. Sur ce, Sarah Chen se retourna et se dirigea vers la sortie de la chambre. L'amiral Torres et le reste de la délégation humaine la suivirent. Leurs pas résonnèrent dans le silence stupéfait. Alors qu'ils atteignaient les portes massives, la voix de Click Thought Pattern 7 les appela derrière eux. « Bon voyage, amis des Montari. Puisse votre courage inspirer d'autres à rechercher la liberté. » Sarah s'arrêta sur le seuil et jeta un dernier regard en arrière vers la chambre où l'humanité avait passé 2 siècles à implorer un peu de respect. « Au revoir », dit-elle simplement. Les portes se refermèrent derrière eux dans un bruit de tonnerre. Au-dessus de la planète, des vaisseaux humains commençaient déjà leur voyage de retour, emportant avec eux la nouvelle qui allait changer la galaxie à jamais. Dans sa cabine à bord du vaisseau amiral UES Constitution, Sarah Chen s'assit et commença à rédiger le message qui serait diffusé à chaque colonie humaine, à chaque vaisseau humain, à chaque cœur humain à travers les étoiles. « Peuple de la Terre », écrivit-elle, « aujourd'hui, nous avons choisi la liberté. Demain, nous nous battrons pour elle. » La révolution avait commencé. 3 semaines après le retrait de la Terre du Conseil galactique, les premiers signes de trouble apparurent dans le secteur du Centaure. Le réseau de relais quantiques qui avait transmis des messages entre les systèmes stellaires pendant 8000 ans commença à subir des pannes aléatoires. Les communications qui auraient dû prendre quelques minutes prirent des heures. Certains messages n'arrivaient jamais. Sur la planète Zephyr Prime, la chancelière Vexistera se tenait dans son centre de commandement, observant les affichages d'état avec une inquiétude croissante. Des voyants rouges d'alerte clignotaient sur l'immense carte holographique de la galaxie. Chaque lumière représentait une panne de communication, une interruption de route commerciale ou un dysfonctionnement du système. Au rapport, ordonna-t-elle, ses avant-bras gesticulant brusquement et avec colère. Le général Corax, son conseiller militaire, s'approcha avec une réticence évidente. Ses écailles étaient d'un vert pâle et nerveux. Les pannes avaient commencé dans le secteur 12, où les humains avaient leur plus grande station de soutien technique.
Maintenant, elle se propage comme un virus. Expliquez-moi, siffla Vexitera. Les relais quantiques nécessitent un étalonnage constant, expliqua Korak en consultant son bloc de données. Des ajustements microscopiques pour tenir compte de la dérive stellaire, des changements gravitationnels, des variations solaires et éoliennes. Les concepteurs originaux avaient intégré des systèmes automatisés pour gérer cela, mais au fil des millénaires, ces systèmes sont devenus obsolètes. Et alors? Les humains entretiennent le réseau manuellement depuis 50 ans. Ils prétendaient que c'était une maintenance de routine, mais on réalise maintenant qu'ils étaient les seuls à savoir comment le maintenir en état de marche. La queue de Vexitara s'agita violemment. Derrière elle. Trouver leur manuel technique, utiliser leurs procédures. Les écailles du général Corax pâlirent encore. Nous avons essayé. Les humains ont emporté toute leur documentation. Ce qu'ils ont laissé derrière eux est incomplet. Les manuels de référence, des techniques et des principes absents de nos bases de données. De l'autre côté de la galaxie, l'amiral Marcus Thor se tenait sur le pont de la constitution de l'UES, observant des scènes similaires sous un angle très différent. Là où le Conseil voyait le chaos et l'échec, il voyait l'opportunité et la justice. Rapport de situation. Commandant Davis, dit-il à son second. Le commandant Davis, une jeune femme aux cheveux roux courts et à la concentration intense de quelqu'un né dans l'espace, souriait en lisant son conseil. Le réseau de communication du Conseil est en panne de 30% et en déclin. Les routes commerciales sont bloquées aux principaux points de transit. 3 secteurs différents ont signalé des pénuries d'approvisionnement. Et nos réseaux, fonctionnant à 112%, monsieur, nos protocoles d'optimisation IA améliorent réellement les performances à mesure qu'ils apprennent les schémas du système. Thor hocha la tête d'un air sombre. Combien de temps faudra-t-il avant que le conseil municipal prenne conscience de l'ampleur du problème? Compte tenu de la réactivité administrative, je dirais 1 semaine avant que la panique ne s'installe. Thor se tourna vers l'écran principal, qui montrait le paisible disque bleu-vert de la Terre flottant dans l'espace. Autour, des vaisseaux de construction travaillaient frénétiquement à la finalisation des installations défensives qui seraient bientôt testées. Envoyez un message à toutes les colonies humaines, ordonna-t-il. Lancez l'opération Fer. Il est temps de montrer à la galaxie ce que nous avons réellement construit. Dans l'espace humain, des vaisseaux autrefois camouflés en cargo ont soudainement révélé leur véritable nature. Le cargo Mary Celeste a déployé des batteries d'armes qui ont émergé de compartiments cachés. Le navire de recherche Darwin déployait des générateurs de boucliers camouflés en capteurs. Le vaisseau minier 49R activait des moteurs à fusion qui auraient dû être impossibles à installer sur un vaisseau aussi petit. Dans le système Rigel, le capitaine Elena Vasquez commandait un vaisseau que le Conseil avait enregistré comme transport agricole. En réalité, le simulateur agricole de l'UES était un prototype de destroyer furtif doté d'une technologie combinant l'innovation humaine à des systèmes extraterrestres rétroconçus, comme aucune autre espèce n'avait jamais tenté de le faire. Des capteurs détectent une patrouille du Conseil en approche, rapporta son officier tactique. 3 vaisseaux de conception zéphirienne nous interpellent. Voyons ce qu'ils veulent, dit Vasquez. L'écran principal s'alluma, montrant la passerelle d'un vaisseau de guerre zéphirien. Le capitaine était un exemple typique de son espèce. Grand, reptilien, avec cette prestance arrogante issue de 10 000 ans de domination galactique. Vaisseau humain, dit le capitaine zéphirien. Vous avez reçu l'ordre de vous soumettre à une inspection conformément au règlement 847 bêta du Conseil. Préparez-vous à l'abordage. Vasquez se laissa aller dans son siège de capitaine, l'air désinvolte. J'ai bien peur que cela n'arrive pas, capitaine. La Terre n'est plus soumise au règlement du Conseil. Tous les vaisseaux dans l'espace du Conseil sont soumis à son autorité. Le Zéphirien répondit « Obéissez ou soyez détruits. Ce n'est plus l'espace du Conseil », dit calmement Vasquez. Hier, le système Rigel a déclaré son indépendance et rejoint l'Alliance terrienne. Les écailles du capitaine Zéphirien virèrent au rouge furieux. Impossible. Les colonies de Rigel sont des mondes agricoles de niveau 5. Ils n'ont aucune capacité militaire. Vasquez en était incapable jusqu'à ce que nous leur en fournissions. Elle fit signe à son officier d'armement qui activa les véritables capacités du vaisseau. La coque du simulateur agricole s'ouvrit comme une fleur, révélant des systèmes d'armes qui faisaient passer les vaisseaux zéphiriens pour des jouets d'enfants. Des canons à plasma basés sur une technologie éthérée.
des véhicules de destruction cinétique utilisant des réseaux de focalisation cristalline, le plus terrifiant de tous les perturbateurs quantiques, capable de fragmenter la matière à l'échelle subatomique. Qu'est-ce que c'est? Chuchota le capitaine zéphirien. L'évolution, répondit Vasquez. Vous avez passé 10 000 ans à perfectionner vos armes pour combattre des ennemis qui utilisent la même technologie que vous. Nous avons passé 200 ans à apprendre à vous combattre. Les vaisseaux zéphiriens ont ouvert le feu en premier, leurs rayons d'énergie frappant les boucliers du simulateur agricole. Le vaisseau humain a encaissé l'attaque sans même ralentir. À notre tour, a dit Vasquez. La bataille a duré exactement 47 secondes. À la fin, 3 vaisseaux de guerre zéphiriens étaient des carcasses à la dérive, leurs équipages évacués vers des capsules de secours. Le simulateur agricole n'avait même pas subi de dégâts. Des scènes similaires se déroulèrent dans l'espace humain, tandis que la galaxie réalisait peu à peu que l'espèce qu'elle avait considérée comme des concierges cosmiques était devenue bien plus dangereuse. Sur la planète natale des Mentari, le complexe Rush Prime, le modèle de pensée Click 7 convoqua une réunion d'urgence de l'esprit collectif. Son espèce prenait des décisions grâce à une communication olfactive qui permettait à des milliers d'individus de penser comme un seul organisme. Les modèles olfactifs présents dans la chambre étaient complexes, et la peur urgente du changement mêlé à l'enthousiasme pour de nouvelles possibilités, le souci de la survie mêlé d'admiration pour le courage humain, les possibilités. Le souci de la survie mêlé d'admiration pour le courage humain, les humains ont révélé leur véritable capacité, annonça le schéma de pensée Click 7 au chef de la ruche réunie. Ce collectif doit prendre une décision. Devons-nous rester fidèles au Conseil ou suivre la voie de l'indépendance? Une vague de réflexion envahit l'air, tandis que les Mentari envisageaient leurs options. Alliés de l'humanité depuis le premier contact, ils étaient attirés par la créativité humaine et leur capacité à résoudre les problèmes. Contrairement aux autres espèces, les Mentari comprenaient réellement ce que les humains avaient fait pendant leur séjour au Conseil. Les humains offraient leur amitié là où d'autres ne donnaient que des ordres, apportaient le parfum d'une sagesse ancestrale, celui d'un des plus anciens chefs de la ruche. Ils partageaient librement leur savoir, ne demandant que du savoir en retour. Le Conseil exige l'obéissance. Mais le Conseil offre la stabilité, affirmait le modèle de pensée prudente. 10 000 ans de paix et de prévisibilité. Stagnation, corrigée, schéma de pensée Click 7. Le Conseil craint le changement, car il menace son pouvoir. 1000 ans de paix, ordre, prévisibilité, stagnation corrigée, schéma de pensée Click 7. Le Conseil craint le changement car il menace son pouvoir. Les humains accueillent le changement car il apporte la croissance. Le débat s'est poursuivi pendant des heures, entièrement mené par des schémas olfactifs qui ont créé une symphonie de communication chimique. Finalement, l'esprit collectif est parvenu à un consensus. Le schéma de pensée Click 7 a activé la communication. Un système qui diffuserait ses paroles à travers l'espace Mentari et au-delà. Le collectif Mentari se retire par la présence du Conseil galactique, annonça-t-il. Nous choisissons la croissance plutôt que la stagnation. Nous choisissons l'amitié plutôt que la servitude. Nous choisissons le chemin incertain de la liberté plutôt que celui, certain, de l'esclavage. Le message fut reçu sur Terre en quelques heures. L'amiral Thor le lut à voix haute à son état-major, puis sourit pour la première fois depuis le début de la crise. « Signalez la flotte Mentari », ordonna-t-il. « Accueillez-les au sein de l'Alliance. » Mais les défections ne se limitaient pas aux alliés évidents de l'humanité. Dans le secteur d'Andromède, la race mécanique connue sous le nom de collectif Nexus tenait son propre parlement électronique. Contrairement aux espèces biologiques, il pouvait traiter l'information et prendre des décisions à la vitesse de la lumière. L'unité Prime Alpha, principal représentant du collectif, analysa la situation avec une logique numérique froide. Les humains avaient démontré des capacités technologiques dépassant d'au moins 400% les projections du Nexus. Plus important encore, ils avaient montré leur volonté d'abandonner la stabilité au profit des principes. L'analyse terminée, l'unité Prime Alpha annonça aux milliards d'esprits artificiels connectés au réseau Nexus. Les actions humaines témoignent de capacités d'adaptation supérieures. La structure du Conseil démontre une impasse évolutive. Conclusion logique. L'alliance avec les humains offre une probabilité de survie optimale. Le retrait du collectif Nexus du Conseil a été annoncé par le piratage simultané de tous les réseaux de communication de la galaxie.
Le message était simple. Ce collectif privilégie l'efficacité à la tradition. Nous soutenons l'humanité. Chancelier. Vexitara a reçu ces messages dans son centre de commandement sur Zephyr Prime, entouré de conseillers à court de solutions. L'écran holographique affichait désormais 37 pannes systèmes distinctes à travers la galaxie. Le commerce était au point mort. 6 secteurs majeurs étaient paralysés, et les coupures de communication se propageaient comme une traînée de poudre. Combien d'espèces ont déclaré leur indépendance ? Demanda T, elle d'une voix d'un calme mortel. 14 jusqu'à présent, répondit le général Corax. Les humains, les Mantaris, le collectif Nexus, les colonies Rigel, les Idarions, les nageurs des profondeurs, les factions dissidentes de l'hégémonie cristalline et 8 espèces plus petites. Réponse militaire. Nos flottes se mobilisent, mais nous sommes confrontés à des problèmes de coordination. Sans le réseau de relais quantiques, commander des vaisseaux dans plusieurs secteurs devient impossible. Les 4 mains de Vexitara se serrèrent en poing. Trouvez-moi des solutions, pas des problèmes. Il n'y a qu'une option, dit Korak avec hésitation. Nous pourrions tenter de négocier avec les humains, leur proposer de meilleures conditions en échange d'un soutien technique. Les écailles du chancelier devinrent d'un noir profond. Jamais. Le Conseil ne négocie pas avec les rebelles. Alors, nous pourrions être confrontés à l'effondrement de la civilisation galactique, dit doucement Corax. Sur Terre, l'ambassadrice Sarah Shen était assise dans son bureau surplombant l'océan Pacifique, lisant des rapports provenant de tout l'espace humain. Chaque message annonçait une nouvelle petite victoire, un autre système sécurisé, une autre espèce choisissant la liberté plutôt que la servitude. Son assistant, un jeune diplomate nommé James Park, entra avec les derniers rapports de renseignement. Le Conseil est en plein chaos, rapporta Teil. Leurs forces armées peinent à coordonner leurs attaques. Leurs réseaux commerciaux s'effondrent. Certaines espèces commencent même à se demander si le Conseil peut encore les protéger. Sarah hocha la tête, pensive. Comment nos nouveaux alliés se portent-ils ? Mieux que prévu. Les Mantaris partagent une biotechnologie qui pourrait révolutionner nos systèmes médicaux. Le collectif Nexus offre une puissance de calcul qui transforme nos meilleures IA en calculatrices de poche. Même les espèces les plus petites apportent des capacités uniques. Et nos préparatifs ? Le réseau de défense de sol est achevé à 70%. Si le Conseil attaque directement la Terre, nous serons prêts. Sarah se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le ciel bleu où les vaisseaux évoluaient comme des étoiles lointaines. Quelque part au-delà de ce ciel, un ancien empire apprenait peu à peu que l'univers avait changé. Le véritable test arrive, dit-elle. Le Conseil ne laissera pas faire. Il ne peut pas. Si nous réussissons, cela prouvera que tout leur système repose sur des mensonges. Ils vont tout mettre en œuvre pour nous en empêcher. James hocha la tête. Sommes-nous prêts ? Sarah sourit d'un air sombre. Aussi prête que quiconque à combattre l'empire le plus puissant de l'histoire galactique. Au-dessus d'eux, les vaisseaux humains poursuivaient leurs préparatifs, transformant le système natal de l'humanité en une forteresse qui serait soit un phare de liberté, soit leur tombeau. La galaxie retenait son souffle, attendant de voir ce qui se passerait. Les nageurs des profondeurs idériennes du secteur 12 vivaient dans les profondeurs écrasantes de leur monde océanique depuis 40 000 ans avant que le Conseil ne les découvre. Anciens, patients, ils n'avaient jamais causé de problème à personne. Leur déclaration d'indépendance n'en était que plus choquante pour l'establishment galactique. L'ambassadrice Tidesinger des courants lointains flottait dans sa combinaison pressurisée lors de la session d'urgence du Conseil, sa voix de baleine étant retransmise par des haut-parleurs mécaniques. « Les communes idériennes se retirent du Conseil galactique », annonça-t-elle. « Nous choisissons de nager en eau libre. » Les écailles du chancelier Vexitara étaient restées noires en permanence la semaine dernière. Cette folie doit cesser. Les Idériens sont des membres loyaux du Conseil depuis 8000 ans. Cette folie doit cesser. Les Idériennes sont des membres loyaux du Conseil depuis 8000 ans. Pourquoi maintenant ? Parce que les humains nous ont révélé quelque chose que nous avions oublié, répondit Tidenger. Cette loyauté accordée par peur n'en est pas une. C'est simplement une autre forme d'emprisonnement. La révélation frappa les délégués restants du Conseil comme un coup de massue. Si des espèces aussi stables et conservatrices que les Idariens étaient prêtes à se rebeller, qu'est-ce que cela indiquait sur la mainmise du Conseil sur le pouvoir ? La réponse ne tarda pas à arriver. Quelques heures après l'annonce idarienne, 17 autres espèces déclarèrent leur indépendance.
l'hégémonie cristalline se scinda en 3 factions, dont 2 rejoignirent l'Alliance humaine. Le consortium aviaire vit la moitié de ses mondes membres se séparer. Même l'ancienne communauté éthérée commença à montrer des signes de discorde interne. Le général Korak se tenait devant le chancelier Vex Tara dans la salle de guerre du palais impérial zéphyrien, ses écailles d'un jaune maladif indiquant un stress extrême. Derrière lui, des écrans holographiques montraient la propagation rapide de la rébellion à travers la galaxie. La situation se détériore plus vite que prévu par nos modèles, rapporta T. 38 espèces ont désormais déclaré leur indépendance. Les routes commerciales sont complètement perturbées dans 12 secteurs. Les réseaux de communication fonctionnent à moins de 40% de leur capacité. Et notre réponse militaire ? Demanda Vexitara. C'est compliqué, dit Korak à contre-cœur. Nos flottes ont du mal à coordonner leurs attaques. Les humains ont endommagé les réseaux de commandement et de contrôle en partant. Nos vaisseaux ne peuvent pas communiquer entre eux à distance interstellaire sans le système de relais quantique. Alors, corrigez-le. Nous avons essayé. Le problème, c'est que les humains n'ont pas seulement maintenu le système. Ils l'ont repensé. Le réseau actuel utilise une technologie hybride qui combine des éléments de dizaines d'espèces différentes. Aucune race ne comprend à elle seule comment tous les éléments fonctionnent ensemble. Les 4 mains de Vexitera se serrèrent en poing. Êtes-vous en train de me dire qu'une espèce que nous avons qualifiée de concierge cosmique a paralysé la plus grande force militaire de l'histoire galactique ? Oui, madame, dit Korak à voix basse. C'est exactement ce que je vous dis. Le premier véritable test de la nouvelle réalité militaire eut lieu dans le système Procyon, où une flotte du Conseil de 60 vaisseaux tenta de reconquérir un groupe de mondes miniers qui s'était déclaré pour l'Alliance humaine. L'amiral Stéphanie Rodriguez commandait la force de défense composée de seulement 12 vaisseaux humains et de 6 biovaisseaux Mentari. Rodriguez était une vétérane des guerres pirates, une femme qui avait appris à lutter contre des obstacles insurmontables avec des ressources limitées. Son vaisseau amiral, l'UES Indomitable, était officiellement classé comme croiseur lourd. En réalité, c'était un navire qu'aucune autre espèce n'aurait osé construire, conçu selon le principe selon lequel la meilleure défense est parfois une bonne explosion. Une flotte ennemie sort de l'hyperespace, rapporta son officier tactique. Une flotte ennemie sort de l'hyperespace, rapporta son officier tactique. 60 vaisseaux, un mélange de forces du Conseil, de chars lourds zéphiriens, de vaisseaux d'attaque rapides aviaires et de cuirassés cristallins. Des effectifs ? Demanda calmement Rodriguez. Ils nous surclassent en puissance d'environ 6 contre 1. Ça semble juste, dit Rodriguez avec un sourire sinistre. Avertissez tous les vaisseaux, appliquez les protocoles Ivan le Fou. Le terme Ivan le Fou venait des anciennes traditions navales terriennes, décrivant une manœuvre si imprévisible qu'elle perturbait les systèmes de ciblage ennemis. Dans le combat spatial, les humains l'avaient élevé au rang d'art. La flotte du Conseil approchait en formation parfaite, ces vaisseaux disposés selon le dispositif de combat classique qui avait dominé la guerre galactique pendant des millénaires, les boucliers énergétiques au maximum, les armes chargées, les systèmes défensifs optimisés pour les engagements à longue portée. Ce à quoi ils étaient confrontés, c'était le chaos incarné. Les vaisseaux humains se déplaçaient comme des feuilles dans un ouragan, leurs moteurs à fusion permettant des accélérations qui violaient tous les principes du combat naval civilisé. Ils tournoyaient, roulaient et culbutaient dans l'espace d'une manière qui rendait les calculs de ciblage impossibles. Pire encore, ils utilisaient leurs propres vaisseaux comme armes. L'US Indomitable chargea directement le vaisseau amiral de la flotte du Conseil, un imposant cuirassé zéphyrien appelé l'Ordre éternel. Au lieu de tirer, Rodriguez ordonna à son navire de l'éperonner. « Amiral » protesta son officier tactique. « C'est du suicide. Pas si on s'y prend bien, » répliqua Rodriguez. « Tout le monde se prépare à la collision. Mettez le réacteur en surcharge à mon signal. » Le capitaine de l'Ordre éternel, un zéphyrien nommé Sectar, observa avec incrédulité le vaisseau humain foncer droit sur lui. Aucun commandant sensé ne tenterait une attaque d'épéronnage contre un vaisseau 3 fois plus grand. Manœuvre d'évitement, ordonna-t-il. Mais son imposant cuirassé était trop lent pour éviter le vaisseau humain, plus petit et plus agile. À la dernière seconde, Rodriguez déclencha la séquence d'autodestruction de son vaisseau et ordonna à son équipage de rejoindre les capsules de sauvetage.
L'Indomitable a percuté le vaisseau amiral du Conseil juste au moment où son réacteur à fusion atteignait sa masse critique. L'explosion a illuminé l'espace comme une nouvelle étoile. Lorsque la lumière s'est estompée, les deux vaisseaux avaient disparu. Mais l'onde de choc avait endommagé 6 autres vaisseaux du Conseil et plongé toute leur formation dans le chaos. « C'est impossible !» murmura le capitaine d'un vaisseau aviaire à proximité. « Ils se sont autodétruits juste pour nous nuire. Bienvenue au combat contre les humains, répondit un biovaisseau Manturie en ouvrant le feu avec des armes qui projetèrent de l'acide sur la coque du vaisseau aviaire. La bataille de Procyon dura 4 heures et se termina par la destruction complète de la flotte du Conseil. L'Alliance humaine perdit 7 vaisseaux, dont celui de Rodriguez qui avait fait le noble sacrifice. Mais ils avaient prouvé quelque chose d'important. La supériorité militaire du Conseil reposait sur des hypothèses dépassées quant à la manière de mener une guerre. La nouvelle de la victoire se répandit dans toute la galaxie par des canaux non officiels, tandis que le réseau de relais quantiques continuait de tomber en panne. Sur les mondes de l'espace du Conseil, les populations commencèrent à murmurer que le puissant empire n'était être pas si puissant que ça, après tout. La chancelière Vexitara reçut les rapports de bataille dans ses appartements privés, entourée des trophées et des récompenses qui marquèrent son accession au pouvoir. Pour la première fois dans ses appartements privés. Entourée des trophées et des récompenses qui marquaient son ascension au pouvoir, pour la première fois de sa longue vie, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Le doute. « Combien de vaisseaux avons-nous perdus ?» demanda T au général Corax. « 60, répondit-il. Toute la force opérationnelle de Procyon. Et, les humains, 7 vaisseaux. Mais ils se sont autodétruits au passage. C'est comme combattre un ennemi qui ne se soucie pas de gagner, mais seulement de vous assurer la défaite. » Vexitara se tourna pour contempler par la fenêtre le paysage urbain de Zephyr Prime. Pendant 10 000 ans, ce monde avait été le centre du pouvoir galactique. Aujourd'hui, il ressemblait à la capitale d'un empire en ruine. « Quelles sont nos dernières ressources militaires ?» demanda-t-elle. « Environ 4000 vaisseaux de ligne répartis sur 60 secteurs. Mais sans communication fiable, nous ne pouvons coordonner des opérations à grande échelle. Chaque flotte opère essentiellement de manière indépendante. Et les rebelles, inconnus. Les humains, ils semblent disposer d'un nombre illimité de vaisseaux que nos services de renseignement ont complètement ignorés. Les Mantari utilisent une biotechnologie que nous ne maîtrisons pas. Le collectif Nexus a commencé à construire des vaisseaux qui semblent mi-vivants, mi-machines. Les écailles du chancelier virèrent au violet profond, une couleur qui indiquait une profonde contemplation. Que se passerait-il si nous utilisions les brises-planètes ? Le général Corax recula comme frappé. Les brises-planètes, ce sont des armes de dernier recours. Elles sont conçues pour détruire des mondes entiers. La situation est désespérée. Mais quelles en seront les conséquences diplomatiques ? Si nous commençons à détruire des planètes habitées, même nos alliés se retourneront contre nous. La communion éthérée a déjà annoncé qu'elle retirait son soutien si nous escaladerions le bombardement planétaire. Vextara y réfléchit. La communion éthérée était l'épine dorsale spirituelle du Conseil. Les anciens êtres énergétiques fournissaient la justification philosophique de la domination galactique. Sans eux, la justification du Conseil pour la domination galactique serait inexistante. Sans eux, le Conseil n'était plus qu'une dictature militaire. « Alors, que proposez-vous » demanda-t-elle. « Des négociations, » dit Korak d'une voix douce. « Les humains seraient être disposés à discuter des conditions si nous les abordions avec respect plutôt que par des menaces. »« Jamais, » siffla Vexitara. « Le Conseil ne négocie pas avec les rebelles. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, elle savait que tout avait changé. L'ordre ancien s'effondrait. Et elle n'était pas sûre que quoi que ce soit puisse l'arrêter. Sur Terre, l'amiral Thor se tenait dans le centre de commandement fraîchement achevé, enfoui profondément sous les montagnes rocheuses. Le réseau de défense solaire était désormais pleinement opérationnel. Un réseau de plateformes d'armes, de réseaux de capteurs et d'installations défensives qui faisaient du système terrestre de l'humanité le lieu le plus fortement fortifié de l'espace connu. « Rapport d'étape » demanda-t-il à son chef d'état-major. 47 espèces ont désormais déclaré leur indépendance vis-à-vis du Conseil, rapporta le commandant Davis. Notre alliance contrôle environ 30% du territoire galactique et 40% de la capacité industrielle. La réponse du Conseil ?
Ils tentent d'organiser une flotte massive pour attaquer directement la Terre. Les renseignements suggèrent qu'ils prévoient d'utiliser des armes destructrices de planètes. Thor hocha la tête d'un air sombre. Combien de temps avant leur arrivée? La meilleure estimation est de 6 semaines. Ils ont du mal à coordonner les mouvements de la flotte sans leur réseau de communication. 6 semaines, songe à Thor. Assez de temps pour nous livrer notre dernière surprise. Il activa le système de communication sécurisé qui le reliait à chaque vaisseau, station et colonie humaine de la galaxie. Lorsqu'il parla, ces mots atteignirent simultanément des millions d'oreilles humaines. Peuple de la Terre, enfants de l'humanité dispersés parmi les étoiles, commença-t-il. Depuis 200 ans, nous servons fidèlement le Conseil galactique. Nous avons conservé leur technologie, mené leur guerre et demandé seulement la chance de prouver que nous étions dignes de respect. Ce respect ne nous a jamais été accordé. Au lieu de cela, nous avons été traités comme des serviteurs, des outils à utiliser et à jeter à notre guise. Lorsqu'ils ont exigé que nous sacrifions 60% de notre peuple pour leur idée de l'ordre, nous avons refusé. Maintenant, ils viennent nous détruire pour avoir osé choisir la liberté plutôt que l'esclavage. Qu'ils viennent, qu'ils voient ce qui arrive lorsqu'ils menacent nos enfants, nos foyers, notre droit à exister en tant qu'être libre. La Terre est prête. L'unique réseau de défense est opérationnel. Nos alliés sont à nos côtés. Nos vaisseaux sont prêts au combat. Mais surtout, notre esprit est inébranlable. Nous sommes l'humanité. Nous ne cédons pas. Nous ne capitulons pas. Nous ne nous soumettons pas aux tyrans, aussi anciens ou puissants soient-ils. Ils viendront chercher à restaurer l'ordre ancien. Ils verront plutôt la naissance d'un ordre nouveau. Le message fut entendu à travers la galaxie, transmis par les réseaux humains et répété par les espèces alliées. Sur 1000 mondes, des êtres ayant vécu sous la domination du Conseil pendant des millénaires ressentirent quelque chose qu'ils avaient presque oublié. Espoir. La bataille finale approchait, et pour la première fois dans l'histoire galactique, son issue était véritablement incertaine. La chancelière Vexitara, écoutant la transmission interceptée dans son centre de commandement, sentit ses écailles prendre des couleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant. La peur se mêlait à la colère, le doute se mêlait à la détermination. « Rassemblez la grande flotte », ordonna-t-elle. « Tous les vaisseaux à notre disposition, toutes les armes à notre disposition. Et si nous perdions ?» demanda doucement le général Corax. Vexitara le regarda avec des yeux qui reflétaient 10 000 ans de pouvoir absolu s'effritant lentement. « Alors, nous mourrons comme nous avons vécu, » dit-elle, au service de l'ordre. Mais au fond d'elle-même, elle se demandait si l'ordre fondé sur l'oppression valait vraiment la peine de mourir pour lui. L'embargo du Conseil frappa l'espace humain tel un raz de marée de guerre économique. Les navires de ravitaillement qui transportaient de la nourriture vers des colonies lointaines furent refoulés sous la menace des armes. Les routes commerciales qui reliaient les mondes humains depuis 2 siècles furent coupées du jour au lendemain. Les matières premières dont la Terre avait besoin pour son industrie se retrouvèrent soudainement indisponibles, quel que soit le prix. Sur la colonie minière de New Pittsburgh, la commandante Lisa Zhang vit ses réserves diminuer de jour en jour. La colonie, intégrée à la ceinture d'astéroïdes du système Kepler, avait toujours dépendu des importations de nourriture et de médicaments. Désormais, avec les vaisseaux du Conseil bloquant toutes les approches, ces 3000 colons risquaient la famine. « Combien de temps pourrons-nous tenir ?» demanda le docteur Michael Santos, médecin-chef de la colonie. Zhang consulta sa tablette, effectuant des calculs dont elle espérait ne jamais avoir besoin. 6 semaines de ration d'urgence peut être 8 si on réduisait encore les portions. Et après? Et alors, on découvrira à quel point la Terre était déterminée à préparer son indépendance. La réponse arriva en quelques heures. Un vaisseau isolé surgit de l'hyperespace, à la limite. Du système, un vaisseau que Zhang ne reconnaissait dans aucune base de données humaines. Il était élégant et organique, plus développé que construit, avec une coque qui semblait vibrer de sa propre vie. Vaisseau inconnu, ici le centre de contrôle de New Pittsburgh, transmit Zhang. Identifiez-vous. C'est le bio-vaisseau Mentari qui s'avance vers la lumière, répondit-on d'une voix claquante et traduite par leurs alliés. Nous transportons des provisions pour nos amis humains. Zhang sentit des larmes de soulagement lui monter aux yeux. Vous êtes les bienvenus. Le quai d'amarrage 7 est libre pour votre approche. Le vaisseau Mentari s'est amarré avec une lenteur presque végétale.
Lorsque les cales se sont ouvertes, Zhang a découvert quelque chose d'étonnant. Les Mentari n'avaient pas seulement apporté de la nourriture, ils avaient apporté tout un écosystème agricole. Ce sont des gousses de graines adaptées aux environnements astéroïdes, expliqua le capitaine du vaisseau, dont le nom traduit était « parfum de nouveau départ ». Elles feront pousser des plantes alimentaires nécessitant peu de terre et d'eau. Votre colonie deviendra autosuffisante en un seul cycle de croissance. Mais cela a dû vous coûter énormément de ressources, protesta Zhang. Les ressources partagées sont des ressources multipliées, répondit le Mentari. Les humains nous ont enseigné ce concept. Maintenant, nous l'enseignons à la galaxie. Des scènes similaires se sont produites dans l'espace humain, la nouvelle alliance prouvant que la coopération pouvait surmonter les blocus. Le collectif Nexus a fourni des modèles de fabrication permettant aux usines humaines de produire tout, des puces informatiques aux équipements médicaux, en utilisant uniquement des matériaux provenant d'astéroïdes. Les Idariens ont partagé une technologie de recyclage de l'eau permettant d'extraire l'humidité des comètes et des astéroïdes de glace. Même les espèces plus petites ont contribué dans la mesure de leurs moyens. Les fragments cristallins ont fourni des systèmes de stockage d'énergie. Les réfugiés aviaires ont offert des services de messagerie rapide. Mais la réponse du Conseil dépassa largement la guerre économique. Le chancelier Vextera avait autorisé l'utilisation d'armes destructrices de planètes contre tout monde refusant de rejoindre le Conseil. La première cible fut la paisible planète agricole de Haven, dont le seul crime fut d'avoir voté pour rejoindre l'Alliance humaine. L'autorité finale du Dreadnought Zephyrian départ entra dans le système Haven avec pour mission de démontrer ce qui arrivait aux rebelles. Le capitaine Velcon, officier de carrière aux écailles argentées commémorant ses 30 ans de service, se sentit mal en lisant son briefing de mission. « Monsieur », annonça son officier d'armement, « les missiles destructeurs de planètes sont armés et prêts. » Velcan fixait le monde bleu-vert sur son écran principal. Haven abritait 12 millions d'êtres de 6 espèces différentes, dont des civils zéphiriens qui avaient choisi de se construire une nouvelle vie loin de la hiérarchie rigide de leur monde natal. « Monsieur », demanda l'officier d'armement, « dois-je tirer avant que Velcan ne puisse répondre ?» interrompit son officier de communication. « Capitaine, nous recevons une transmission de la surface de la planète. L'écran principal est commuté pour montrer une jeune femelle zéphirienne, dont les écailles arborent les motifs simples d'une fermière plutôt que les motifs complexes de la noblesse. Derrière elle, Velcan pouvait voir des enfants de plusieurs espèces jouer dans un jardin ensoleillé. « Je suis la fille des champs verdoyants, dit-elle. Je suis née sur Zephyr Prime, mais j'ai choisi de faire ma vie ici, sur Haven. Ce monde n'a ni installation militaire, ni ressources stratégiques. Nous cultivons et élevons nos enfants en paix. » Elle marqua une pause, le regard fixé sur la caméra. « Je sais que vous avez reçu l'ordre de nous détruire, mais je veux que vous sachiez qu'en tirant avec ces armes, vous assassinerez votre propre peuple, ainsi que les autres. » La transmission s'interrompit. L'équipage de Velcan le regarda avec impatience, attendant les ordres. « Monsieur ?» demanda à nouveau l'officier d'armement. Le capitaine Velcan avait servi le Conseil avec fidélité pendant 3 décennies. Il avait combattu des pirates, des rebelles et des menaces extérieures. Mais il n'avait jamais reçu l'ordre de commettre un génocide contre des civils innocents. « À bas les armes !» ordonna-t-il doucement. « Monsieur ?» j'ai dit. « À bas les armes !» Envoyez un message au commandement. L'autorité suprême signale qu'aucune cible militaire n'a été trouvée à Haven. Recommandez une réaffectation à des missions de lutte contre la navigation. C'était une mutinerie, et tout le monde sur la passerelle le savait. Mais aucun officier ne s'y opposa. La nouvelle du salut d'Haven se répandit par des canaux officieux, véhiculés par les réseaux de communication que les humains avaient appris aux autres espèces à construire. Bientôt, d'autres capitaines de vaisseaux du Conseil reçurent des ordres similaires et firent des choix similaires. Sur Zephyr Prime, le chancelier Vexitera s'emporta face au rapport d'insubordination militaire. « Combien de vaisseaux ont refusé d'obéir aux ordres ?» demanda-t-elle. « 14. Jusqu'à présent, rapporta le général Corax. L'équipage du Raitus Fury a bel et bien arrêté son capitaine alors qu'il tentait de percer une planète. Il demande l'asile à l'Alliance humaine. C'est impossible. Nos militaires ont juré loyauté absolue au Conseil. Les militaires ont juré de protéger la civilisation, corrigea Corax à voix basse. Nombre d'entre eux ne croient plus que le Conseil représente la civilisation.
Les écailles de Vexotera avaient pris des couleurs inexistantes dans la physiologie zéphirienne normale. Des violets profonds mêlés à des rouges furieux et au noir du désespoir. Et la communion éthérée? Ils soutiennent sûrement le maintien de l'ordre. En fait, dit Korak à contre-cœur, ils ont sollicité une rencontre à propos d'une prophétie. 1 heure plus tard, Vexitara se tenait dans la chambre sacrée où la communion éthérée maintenait leur manifestation physique. L'être d'énergie ancestrale tourbillonnait en motifs lumineux inchangés depuis 15 000 ans. Leur plasma, des formes dansant dans des géométries complexes, douloureuses à regarder en face. Chancelier de la lumière déclinante, portait la voix de la communion, transmise par des cristaux résonnants qui transformaient l'énergie en son. Nous avons vu les fils du destin, et ils tissent une tapisserie de changement. Parle franchement, Vextara, exigea-t-il. Le Conseil survivra-t-il à cette rébellion? Le Conseil tel qu'il était est déjà mort, répondit la communion. La question est de savoir si quelque chose de nouveau peut renaître de ses cendres, ou si la galaxie brûlera dans les flammes de son effondrement. Je ne comprends pas. Les humains ont révélé la vérité que nous connaissons depuis longtemps, mais que nous craignons de dire « ordre imposé ». La force n'est pas un ordre, mais simplement un chaos retardé. La véritable stabilité naît d'une coopération volontaire, et non d'une soumission forcée. Vexitara sentait les fondements de sa vision du monde s'effondrer. Mais le Conseil a maintenu la paix pendant 10 000 ans. Il a maintenu l'apparence de la paix tout en écrasant l'esprit d'innombrables mondes. Les humains ont montré à la galaxie que la liberté est possible. Désormais, ce savoir ne peut être contenu. Alors, que voulez-vous que je fasse? Ce que les humains ont fait, disait la communion. Choisir. Tandis que le Conseil se déchirait de l'intérieur, la Terre achevait sa transformation en une forteresse imprenable. Le réseau de défense de sol comprenait désormais des plateformes d'armes dissimulées dans la ceinture d'astéroïdes, des mines gravitationnelles capables de détruire les vaisseaux à l'échelle moléculaire, et un réseau de systèmes de défense automatisés transformant chaque débris spatial en arme potentielle. L'amiral Thor se tenait dans le centre de commandement principal, observant les écrans tactiques annonçant l'approche de la grande flotte du Conseil. Plus de 2000 vaisseaux convergeaient vers le système solaire, constituant la plus grande force militaire jamais rassemblée dans l'histoire galactique. Les rapports préliminaires suggèrent qu'il dispose d'au moins 40 armes de type casse-planète, l'informa le commandant Davis, suffisamment pour réduire tous les mondes du système en débris flottants. « Laissez-les venir, » dit Thor d'un ton sombre. « Nous avons préparé quelques surprises, nous aussi. » La première surprise fut la ceinture d'astéroïdes elle-même. La flotte du Conseil s'attendait à y trouver un ensemble d'exploitations minières et de petites plateformes défensives. En réalité, elle découvrit un labyrinthe de fortifications interconnectées, en construction depuis plus d'un siècle. Chaque astéroïde plus grand qu'un terrain de football avait été creusé et transformé en plateforme d'armes. Des véhicules cinétiques de destruction planaient sur des orbites à puissance réduite, attendant des signaux d'activation. Des réseaux de capteurs fournissaient une couverture rendant les approches furtives impossibles. Le plus surprenant était la présence de vaisseaux. La flotte humaine qui s'élevait à la rencontre de l'armada du Conseil ne ressemblait à rien de ce qui se trouvait dans les bases de données galactiques. Il ne s'agissait pas des petits patrouilleurs et des cargos reconvertis que la Terre était censée posséder. Il s'agissait de vaisseaux de guerre combinant le meilleur de la technologie de dizaines d'espèces d'une manière qui aurait dû être impossible. L'US Constitution, vaisseau amiral de l'amiral Thor, était équipé d'armes utilisant le confinement du plasma éthéré, des réseaux de focalisation cristalline, le ciblage bioneural Mentari et la puissance de calcul du Nexus, le tout intégré grâce à une ingénierie humaine qui considérait l'impossible comme un point de départ pour l'innovation. Amiral, rapporta son officier de communication, nous recevons une transmission de la flotte du Conseil. Transmettez-la. L'image de la chancelière Vexitara apparut sur l'écran principal. Ses écailles affichaient des couleurs de rage, de désespoir et quelque chose d'autre. C'était peu. Être de la peur. « Amiral Thors, dit-elle, je vous offre une dernière chance de vous rendre. Retournez au Conseil. Accepte ta punition et ton espèce pourra survivre. » Thor la regarda un long moment, pensant à tous les humains morts en construisant ses défenses, à tous les alliés qui avaient tout risqué pour les soutenir, à tous les enfants jouant à la surface de la Terre qui méritent de grandir libres. « Chancelier, répondit-il, il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos des humains. Nous préférerions mourir debout que vivre à genoux. Alors vous mourrez, gronda Vexitera.
Tous les vaisseaux du Conseil lancent l'attaque. Montrez-leur le prix du défi. Ordre. La bataille pour Sol débuta par le plus grand bombardement de l'histoire. 2000 vaisseaux du Conseil ouvrirent le feu simultanément, leurs armes énergétiques transformant l'espace en une mer de lumière destructrice. Des missiles brise-planètes filaient vers la Terre, chacun capable de fendre un monde en deux, mais ils n'atteignirent jamais leur cible. La grille de défense de Sol s'activa avec une efficacité dévastatrice. Des mines gravitationnelles créèrent des distorsions localisées qui écrasèrent les projectiles. Des véhicules cinétiques tueurs accélérèrent jusqu'à une vitesse proche de la lumière, transperçant les coques des vaisseaux du Conseil, telles des balles dans du papier. Les plus efficaces furent les humains eux-mêmes. Le capitaine Sarah Martinez, petite fille d'un ingénieur des mines, commandait la plateforme de défense intégrée à l'astéroïde Cérès. Lorsque les vaisseaux du Conseil percèrent la ligne défensive extérieure, elle fit le même choix que les guerriers humains à travers l'histoire. À toutes les stations, ici le centre de contrôle de Cérès, transmit-elle. Nous allons percuter le vaisseau amiral du Conseil. Ce fut un honneur de servir à vos côtés. L'astéroïde Cérès, dont la masse avait augmenté d'un siècle de construction, fonçait vers la flotte du Conseil grâce à des moteurs à fusion cachés. L'éternel Dominion, le cuirassé personnel du chancelier Vexitera, tenta de changer de cap, mais ne put éviter le projectile de plusieurs kilomètres qui fonçait sur lui. L'impact illumina l'espace plus intensément que Sewell lui-même. Lorsque la lumière s'éteignit, l'astéroïde et le vaisseau amiral avaient disparu, mais l'onde de choc avait paralysé une douzaine d'autres vaisseaux du Conseil. « C'est impossible », hurla un capitaine de vaisseau cristallin. Ils transformèrent un astéroïde entier en missile. « Bienvenue au combat contre les humains », annonça l'amiral Thor sur toutes les fréquences. « Nous ne nous contentons pas de sortir des sentiers battus. Nous faisons exploser la boîte et utilisons ces morceaux comme armes. » La bataille fit rage pendant 18 heures. Lorsqu'elle prit fin, la grande flotte du Conseil était dispersée et brisée. Des centaines de vaisseaux dérivèrent, impuissants, dans l'espace. Leurs équipages furent évacués vers des capsules de secours. Les survivants s'enfuirent vers le système extérieur, portant la nouvelle d'une défaite si totale qu'elle brisa le mythe de l'invincibilité du Conseil. La Terre était toujours debout, l'humanité vivait encore. Et à travers la galaxie, des êtres qui n'avaient jamais osé rêver de liberté commencèrent à espérer. Mais la victoire avait eu un prix terrible. L'amiral Thor se tenait sur le pont de son vaisseau amiral endommagé, lisant les rapports de pertes qui lui brisèrent le cœur. Plus de 50 000 humains étaient morts en défendant leur planète natale. Des familles entières s'étaient sacrifiées pour que leurs enfants puissent grandir libres. « Amiral, dit doucement le commandant Davis, nous recevons des demandes de reddition des vaisseaux du Conseil restants. » Thor contempla le champ de débris qui avait autrefois constitué la flotte la plus puissante de la galaxie. Acceptez leur reddition. Apportez une aide médicale à leurs blessés. Montrez-leur ce qu'est la miséricorde. Alors que des vaisseaux de sauvetage s'élançaient pour porter secours à Eik, ancien ennemi, un message arriva de la communion éthérée. Les anciens êtres énergétiques avaient observé la bataille depuis leur royaume lointain et leurs paroles portaient le poids d'une prophétie accomplie. L'ordre ancien est terminé, annoncèrent-ils. L'ère de la paix forcée cède la place à celle de la liberté choisie. Le cosmos pleure ses morts, mais célèbre la naissance d'un monde nouveau. Et dans les ruines de la plus grande flotte du Conseil, ce nouvel âge commença à prendre forme. 5 ans après la bataille de Sol, l'ambassadrice Sarah Chen se tenait devant l'Assemblée galactique sur la station Terra, un immense complexe diplomatique construit aux confins de l'espace humain. La station elle-même était une merveille d'ingénierie coopérative, d'humains, de conception structurelle, de biosystèmes Mentari, de noyaux d'énergie cristallins et de réseaux informatiques Nexus, le tout fonctionnant en parfaite harmonie. Sarah était plus âgée maintenant. Ses cheveux noirs étaient striés d'argent et son visage était marqué par le poids des décisions qui avaient façonné le destin des civilisations. Mais ses yeux brillaient toujours de la même détermination qui l'avait embrasée lorsqu'elle avait annoncé au Conseil que l'humanité choisirait la liberté plutôt que la servitude. Devant elle siégeaient des représentants de 412 espèces, soit près de la moitié des galaxies, des races intelligentes. Certains avaient rejoint l'accord terrien immédiatement après la victoire de la Terre. D'autres avaient mis des années à surmonter leur peur du changement. Quelques-uns étaient arrivés récemment, attirés par les rapports d'un gouvernement galactique réellement à l'écoute de ses membres. « Amis », commença Sarah, sa voix résonnant aisément dans les systèmes acoustiques de la chambre.
Il y a 5 ans, l'humanité a fait un choix qui a changé la galaxie à jamais. Nous avons choisi de quitter un système qui promettait l'ordre mais semait l'oppression. Nous avons choisi l'incertitude plutôt que la certitude de l'esclavage. Aujourd'hui, nous nous réunissons non pas en dirigeants et sujets, mais en égaux, unis par un objectif commun. L'accord terrien est la preuve que la coopération est plus forte que la coercition, que la liberté est plus forte que la peur. Dans la section diplomatique réservée aux anciennes espèces du Conseil, la chancelière Vexitara écoutait, les lèvres teintées d'une profonde contemplation. Autrefois puissante dirigeante de l'Empire zéphirien, elle servait désormais d'ambassadrice de son peuple auprès de l'accord, une expérience humiliante qui lui avait appris des leçons qu'elle n'aurait jamais cru devoir apprendre. Après la destruction de la Grande Flotte, le Conseil galactique s'était tout simplement effondré. Sans force militaire pour soutenir son autorité et avec des réseaux de communication toujours paralysés, l'ancienne institution s'était fragmentée en des dizaines d'États successeurs. Certaines espèces se sont repliées sur elles-mêmes. D'autres formèrent de petites alliances régionales. Quelques-uns, comme les Zéphiriens, avaient fini par ravaler leur fierté et demander à adhérer à l'accord terrien en pleine expansion. La transition n'avait pas été facile. Vexitera se souvenait du jour où elle avait rencontré l'amiral Thor pour discuter des conditions de reddition. Elle s'attendait à l'exécution ou à l'exil, le sort traditionnel des dirigeants vaincus. Au lieu de cela, Thor lui avait offert quelque chose d'inédit, une chance de reconstruire. « Votre peuple n'est pas notre ennemi », lui avait-il dit. « Votre système était notre ennemi. Aidez-nous à construire quelque chose de meilleur et les Zéphiriens auront leur place dans la nouvelle galaxie. » 5 ans plus tard, Vexitara siégeait au Conseil de sécurité de l'accord, aux côtés des humains, des Mentari et des représentants de dizaines d'autres espèces. Celle qui avait autrefois régné d'une autorité absolue se retrouvait désormais à débattre de politique avec des êtres qu'elle considérait autrefois comme inférieurs. Étrangement, elle commençait à y prendre plaisir. L'amiral Marcus Thor, désormais directeur des forces de défense de l'accord, se leva pour s'adresser à l'Assemblée. Ses cheveux étaient devenus complètement gris pendant la guerre, et de nouvelles cicatrices marquaient son visage buriné. Mais sa voix portait toujours l'autorité discrète qui avait uni les défenseurs de la Terre dans leurs heures les plus sombres. Il y a 5 ans, nous avons mené une guerre qui a failli détruire la civilisation galactique, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que la civilisation est plus forte que jamais. Le commerce entre les mondes de l'accord a augmenté de 400%. La recherche scientifique progresse à un rythme sans précédent. Plus important encore, pour la première fois dans l'histoire galactique, aucune espèce ne vit dans la crainte de son gouvernement. Il activa un écran holographique affichant l'état actuel de la galaxie. Les anciens territoires du Conseil étaient un patchwork de couleurs différentes représentant diverses entités politiques, mais près de la moitié de la galaxie affichait désormais le bleu et le vert de l'accord terrien. L'accord compte désormais 412 espèces membres, a poursuivi Thor. Chacune d'entre elles a adhéré volontairement. Chacune conserve sa propre culture, ses propres traditions, son propre mode de vie. Nous sommes unis non par la force, mais par des valeurs communes de liberté, de coopération et de respect mutuel. Dans la section réservée au collectif Nexus, l'unité Prime Alpha a traité cette information avec satisfaction. La race des machines avait été parmi les premières à rejoindre l'Alliance humaine, attirée par l'approche innovante de l'humanité en matière d'intelligence artificielle. Contrairement aux autres espèces, les humains ne craignaient pas les machines sensibles. Ils les accueillaient comme des partenaires. La transformation avait été remarquable. La technologie Nexus alimentait désormais une grande partie de l'infrastructure de l'accord, tandis que la créativité humaine avait aidé le collectif à développer des concepts comme l'humour, l'art et même quelque chose qui ressemblait à l'émotion. La synthèse de l'intelligence biologique et artificielle a produit des innovations qu'aucune n'aurait pu réaliser seule. Les rapports économiques sont tout aussi encourageants. Thor a poursuivi. Sans le système rigide de caste du Conseil, les espèces sont libres de développer leurs talents naturels. Les Mentari ont révolutionné l'agriculture. Les fragments cristallins ont résolu nos problèmes de stockage d'énergie. Les Idariens ont réalisé des avancées médicales bénéfiques pour tous. Le docteur Elena Vasquez, ancienne capitaine du simulateur agricole, est désormais ministre de la coopération scientifique des accords. Elle avait supervisé la création de stations de recherche communes où les espèces partageaient librement leurs connaissances, au lieu de les accumuler à des fins militaires. Le développement le plus prometteur, rapporta-t-elle à l'Assemblée, est notre avancée dans la technologie du transfert de conscience.
Grâce à la communion éthérée, nous avons appris à préserver les souvenirs et les schémas de personnalité des êtres mourants. La mort n'est peu, être plus la fin de l'existence. Cette annonce fit sensation dans la salle. Plusieurs espèces avaient des légendes sur l'immortalité, mais aucune n'y était parvenue. Les implications étaient stupéfiantes. Cliquez sur le schéma de pensée. Sept, désormais représentant de Montari, exhala des odeurs d'excitation et d'approbation. Le collectif souhaite savoir si cette technologie sera partagée librement entre tous les membres de l'accord. Bien sûr, répondit Vasquez. L'accord était fondé sur le principe que le savoir appartient à tous. Aucune espèce ne devrait prendre les autres en otage avec une technologie supérieure. C'était un rejet catégorique de l'approche de l'ancien Conseil, où la technologie avancée était soigneusement contrôlée pour maintenir la domination politique. L'innovation s'est rapidement répandue grâce à la coopération volontaire plutôt qu'à l'acquisition forcée. La séance s'est poursuivie avec les rapports de divers comités et groupes de travail. Le programme d'échange culturel avait créé des écoles où de jeunes êtres de différentes espèces apprenaient ensemble. Le traité de défense mutuelle avait créé des équipes d'intervention rapides capables de protéger les mondes membres sans nécessiter d'armées permanentes massives. Le Conseil de coopération économique avait supprimé les barrières commerciales et créé une monnaie commune facilitant le commerce entre les espèces. Mais le développement le plus important était être plus difficile à quantifier, l'espoir. Pendant 10 000 ans, la civilisation galactique était restée statique. La hiérarchie rigide du Conseil avait découragé l'innovation et le changement. Le progrès se mesurait en siècles plutôt qu'en années. Les jeunes êtres grandissaient en espérant vivre exactement comme leurs parents. L'accord avait tout changé. Désormais, un jeune Zéphirion pouvait devenir ingénieur aux côtés de collègues humains et Mentari. Un fragment cristallin pouvait se consacrer à l'art plutôt que d'être enfermé dans l'industrie minière. Un oiseau pouvait explorer les profondeurs de l'espace plutôt que d'être confiné au vol atmosphérique. Le changement n'était plus craint, il était célébré. À la fin de la séance officielle, Sarah Chen se dirigea vers la plateforme d'observation qui surplombait la circulation animée autour de la station Terra. Des vaisseaux de centaines d'espèces différentes se déplaçaient selon des schémas soigneusement coordonnés, transportant marchandises, passagers et idées entre les étoiles. L'amiral Thor la rejoignit au hublot. « Difficile de croire que nous en soyons arrivés là, dit-il. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si nous étions restés, répondit Sarah. Si nous avions accepté leurs conditions et sacrifié 60% de l'humanité pour maintenir leur version de l'ordre, nous serions tous morts, dit simplement Thor. Être pas physiquement, mais spirituellement. Le Conseil étranglait lentement l'âme de la galaxie. Ils observaient dans un silence confortable un groupe de jeunes êtres d'une douzaine d'espèces différentes. Mais spirituellement, le Conseil étranglait lentement l'âme de la galaxie. Ils observaient dans un silence confortable un groupe de jeunes êtres d'une douzaine d'espèces différentes travailler ensemble à la réparation d'un cargo endommagé. Les techniques d'ingénierie humaine, combinées au biosystème Mentari et à la puissance de calcul du Nexus, ont permis de résoudre des problèmes qui auraient pris des mois à l'ancien Conseil. « Pensez-vous que cela durera ?» demanda Sarah. « Ce nouvel ordre peut-il survivre sans devenir aussi rigide que l'ancien ?» Thor réfléchit attentivement à la question. « Peut être pas, mais c'est là toute la beauté de ce que nous avons construit. Si quelque chose commence à faiblir, on peut le changer. L'accord ne repose pas sur des lois éternelles transmises par des autorités anciennes. Il repose sur des accords entre des êtres libres qui peuvent les modifier lorsque les circonstances changent. Les humains nous ont appris que l'adaptabilité est plus importante que la stabilité, a résonné une voix derrière eux. Ils se retournèrent et virent la chancelière Vexitera s'approcher, ses écailles arborant les motifs bleus profonds qui indiquaient une contemplation paisible. « Chancelière », dit Sarah en hochant respectueusement la tête. « Comment votre peuple s'adapte-t-il au nouvel ordre ?»« Mieux que je ne l'espérais, » admit Vexitera. « Pendant 10 000 ans, on nous a appris que notre rôle était de commander les autres. Apprendre à coopérer d'égal à égal a été enrichissant. »« Des regrets ?» demanda Thor. Vexitara observait le trafic spatial animé, observant des vaisseaux qui représentaient des libertés que son peuple n'avait jamais imaginées. Beaucoup de regrets pour le passé, mais pour la première fois de ma vie, j'ai espoir en l'avenir. Un léger carillon indiquait l'arrivée d'un message prioritaire.
Thor activa son appareil de communication et écouta un rapport provenant de l'espace lointain. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sarah. « Des capteurs longue portée ont détecté quelque chose d'intéressant, répondit Thor. Un signal provenant d'au-delà des limites galactiques. C'est artificiel, assurément émis par des êtres intelligents. » Sarah sentit une excitation familière monter dans sa poitrine. Premier contact avec une civilisation extragalactique, on dirait bien. Le signal contient des progressions mathématiques et ce qui pourrait être des cartes stellaires. Quelqu'un, quelque part, essaye de communiquer. Les écailles de Vextara changèrent de couleur, exprimant la curiosité. Que compte faire l'accord? Ce que nous faisons toujours, dit Thor en souriant. Envoyez un message. Invitez-les à discuter. Voir s'ils veulent devenir amis. Et s'ils sont hostiles? Demanda Vextara. Alors, nous nous défendrons, répondit Sarah. Mais nous tenterons d'abord l'amitié. C'est ce qui nous différencie de l'ancien conseil. Comme interpellés par leur conversation, d'autres dirigeants commencèrent à arriver sur la plateforme d'observation. Cliquez sur le schéma de pensée numéro 7. Il se précipita sur ses 8 pattes, libérant des odeurs d'excitation. L'unité Prime Alpha se manifesta via le système de communication de la station, son avatar chromé se matérialisant grâce à des projecteurs cachés. Des représentants de dizaines d'autres espèces se réunirent pour discuter de ce nouveau développement. La galaxie est unie, déclara la voix de la communion éthérée, s'exprimant par l'intermédiaire de cristaux résonnants disposés dans toute la station. Pour la première fois dans l'histoire, nous affrontons l'inconnu non pas en tant que tribu dispersée, mais en tant que civilisation unifiée. Une civilisation fondée sur le choix plutôt que sur la contrainte, ajouta Sarah. Si ces nouveaux êtres se montrent pacifiques, ils trouveront des amis parmi les étoiles. S'ils se montrent hostiles, ils trouveront des amis parmi les étoiles. S'ils se montrent hostiles, ils découvriront ce qui se passe lorsque des peuples libres s'unissent. L'amiral Thors activa le système de communication générale de la station, envoyant ses messages simultanément à tous les mondes de l'accord. « Peuple de la galaxie », annonça-t-il. Aujourd'hui, nous avons appris que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Au-delà de notre galaxie, d'autres civilisations existent. Nous ignorons leurs intentions, leurs capacités ou leur nature. Mais une chose est sûre, nous le ferons. Nous les rencontrerons en tant qu'êtres libres, unis par un objectif et forts de notre diversité. L'ère de la peur est révolue. L'ère des possibles a commencé. À travers 400 mondes, des milliards d'êtres ont entendu ces mots et ressenti quelque chose qui manquait à la civilisation galactique depuis des millénaires. L'enthousiasme pour l'avenir. Sur Terre, les enfants jouaient dans les parcs tandis que leurs parents travaillaient aux côtés de collègues extraterrestres pour construire des merveilles que leurs grands-parents n'auraient jamais pu imaginer. Dans les profondeurs des mondes ruches Mantari, de jeunes esprits rêvaient de voyager vers des galaxies lointaines. Sur des fragments cristallins, des artistes créaient des sculptures capturant la beauté de la coopération interstellaire. La galaxie avait été transformée, non par conquête ou décret, mais par la simple idée révolutionnaire que les êtres pouvaient choisir leur propre destin. Sarah Chen se tenait à la fenêtre de la station Terra, observant les vaisseaux venus d'une centaine de mondes porter cette idée jusqu'aux étoiles. Dans la poche de sa veste, elle portait encore le petit cube de données contenant les spécifications techniques qu'elle avait autrefois menacé de cacher au Conseil. Elle n'en avait jamais eu besoin. La galaxie avait choisi la liberté de plein gré dès qu'elle avait compris que c'était possible. « Ambassadeur », dit un jeune assistant en s'approchant avec un autre rapport. « Les vaisseaux de première intervention sont prêts à décoller vers l'extragalactique. » Signal. Il demande l'autorisation finale. Sarah contempla les étoiles, pensant à tous les êtres morts pour rendre ce moment possible. L'amiral Rodriguez, qui avait sacrifié son vaisseau pour prouver que les humains ne céderaient pas. Le capitaine Martinez, qui avait transformé un astéroïde en arme pour protéger les enfants de la Terre. Des milliers d'autres dont les noms étaient gravés sur des murs commémoratifs à travers l'espace d'accord. Ils étaient morts pour que d'autres puissent vivre libres. Leur sacrifice portait désormais des fruits dépassant tout ce qu'ils auraient pu imaginer. « Autorisation accordée », dit Sarah à voix basse. « Dites-leur de porter notre message de paix jusqu'aux étoiles et rappelez-leur qu'ils représentent non seulement l'humanité, mais tous les êtres libres de cette galaxie. » Alors que les vaisseaux s'élançaient vers l'inconnu, porteurs des espoirs et des rêves de 400 espèces, Sarah Chen sourit. L'avenir était incertain, plein de défis et de possibilités à parts égales. Mais pour la première fois dans l'histoire galactique, cet avenir appartenait à tous.
Le cosmos était ressuscité et il était magnifique.